bonjour, rebonjour éventuellement à certains d'entre vous qui étaient déjà là ce matin. On va continuer sur cette thématique de la mobilité et on va échanger autour d'un sujet qui n'est pas nouveau mais qui connaît un regain d'intérêt important depuis quelques temps, qui concerne la gratuité des transports en commun. Donc le titre de la table ronde, comme vous pouvez tous le constater, c'est Gratuité des transports en commun, fausse bonne idée ou innovation sociale. Et on va parler de ça avec les 4 personnes qui m'accompagnent autour de cette table, qui sont Allan Alaküla, qui est le représentant de la ville de Tallinn auprès de l'Union européenne. Tallinn étant une des premières grandes villes à avoir mis en place une gratuité des transports en commun à cette échelle. Monsieur Claude Faucher, qui est délégué général de l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires. Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité, peut-être vous pourrez nous dire un mot de la Fabrique de la Cité. Et puis Patrice Vergriete, qui est maire de Dunkerque. Dunkerque qui n'est pas encore aussi avancé en matière de gratuité de transport que Tallinn, mais qui est en train de mettre en œuvre une gratuité partielle et vous allez nous expliquer où vous en êtes et quels sont vos objectifs. Donc pour résumer de manière un peu triviale, je dirais qu'on a 2 pro-gratuité des transports en commun, le cas échéant à certaines conditions, etc., mais qui en tout cas l'expérimentent dans leur propre ville. Et Monsieur Faucher et Madame Maisonneuve qui sont plutôt opposés pour des raisons qui vont nous exposer ici. Je vais donner la parole en premier lieu à Monsieur Alaküla de Tallinn. Does it work? Ok. Donc je vais poser les questions en français. Donc Tallinn, comme je disais, c'était une des premières villes qui a instauré la gratuité des transports à cette échelle. Depuis quand est-ce que vous avez mis ça en œuvre? Qu'est-ce que vous avez fait exactement et avec quels résultats? Thank you for having this issue on your agenda. And we in Tallinn self-proclaimed ourselves as a capital of free public transport, being indeed globally only national capital. Having it for residents. We started it in the beginning of 2013, so its 5th year is ending. Initial results, or as results of the first 5 years, half decade, have been modest in regard of mobility. We achieved increase of the usage of public transport by 10% roughly. We achieved a slight decrease in car traffic in the city center, but at the same time slight increase around the city center. So it's pretty much in combination with severe increase of parking tariffs. So parking tariffs and free public transport are in strong combination in Tallinn. We have in Tallinn Old Town €6 per hour tariff, so it's remarkable, and the alternative for drivers is free public transport, so nobody can, and few do complain about it. Et pour ce qui concerne l'utilisation de la voiture particulière, quelle est la baisse que vous avez constatée? Qu'est-ce que vous pouvez répéter? As I said, in the city center we achieved a slight decrease, it's 6%. But around city center, at the same time, we do observe a slight increase of car traffic. And this is explained by the people are cruising around heavy parking tariff area. Okay. Et concernant l'économie locale, vous aviez un objectif de relance de l'économie locale. Est-ce que ça a eu un impact significatif sur ce point? No, economic impact can be considered to the category of externalities. So it's not direct impact, and there is really not easy, and we have not met proper methodologies even how to
count the impact to economy. What we do see and where we are confident, it really provided mobility for taking jobs and looking for jobs for all. So it's not only for those unemployed, but also with low and in our occasion also with people with medium incomes really were able to expand their job looking and job taking area. So enhancing labor market has been definitely, but I can't say, I don't have figures about it. Second, of course, is people go out more in evenings and weekends. And they go out for a consumption of local goods and services mostly. People are going more for entertainment, restaurants, bars. They feel they save from taxi, they save their driving license for not being not forced to return. I mean, they drink more and don't feel so we have a zero tolerance in Estonia in regard of drunk driving, and it's significant. And we see also families in weekends are going more out using bus. Families where the car is kept at home, at the yard. Yep, this is impacts what we see, but we don't have a proper surveys of what the impacts exactly are. Ok, merci beaucoup. Monsieur Faucher, alors vous êtes globalement plutôt opposé à la gratuité des transports en commun. Est-ce que vous pouvez nous résumer vos principaux arguments, s'il vous plaît? Oui, parce que bonjour. quand on entend monsieur Alaküla, on a l'impression que ça n'a que des effets positifs. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités cet après-midi. Je vais préciser donc l'UTP, la Fédération des opérateurs de transport urbain et de transport ferroviaire, que nous représentons l'ensemble des opérateurs, tant opérateurs en régie qu'opérateurs en concession, et que notre fédération regroupe la quasi-totalité des opérateurs qui opèrent donc en France. Nous sommes par ailleurs membres de l'Union internationale des transports publics et nous suivons ce sujet-là depuis de longues années. Donc l'UTP s'était d'ailleurs exprimé sur ce sujet dès 2007. Nous nous sommes réexprimés en janvier 2011. Donc la gratuité dans les transports publics urbains, une fausse bonne idée. Et notre dernière position qui est sur notre site internet, qui est commune avec la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, c'est-à-dire les voyageurs, date de janvier 2014, elle est toujours d'actualité. C'est plus surprenant quand même que les voyageurs soient contre la gratuité des transports. Je vous dirai pourquoi, et ces arguments, les voyageurs partagent les arguments que nous portons ensemble, puisque cette position est commune, et s'intitule donc pour un développement durable du service de transport public, non à la gratuité totale. Alors, il est important de dire que nous sommes opposés à la gratuité totale, nous ne sommes pas opposés à la gratuité par principe, et j'y reviendrai, parce qu'il peut être justifié pour certains voyageurs au regard de leurs conditions sociales de revenus qu'un tarif gratuit, voire nul, enfin, un tarif nul, donc gratuit, ou d'un faible montant, leur soit consenti. Donc ce que nous défendons, c'est le principe tout d'abord que, et nous le rappelons, cela a été dit dans la table ronde précédente, les transports publics sont par essence un service de mobilité et au même titre que les autres services, ils doivent être financés. Donc la gratuité n'existe pas. Ce qui n'est pas payé par le voyageur, par l'usager, doit l'être par le contribuable. Donc quelque part, la gratuité n'existe pas. C'est un leurre de penser que la gratuité existe. Quelqu'un paie le coût du service, si ce n'est celui qui l'utilise, c'est quelqu'un d'autre. Et nous revendiquons d'ailleurs que les transports publics sont reconnus comme des services de première nécessité et à ce titre bénéficient de la TVA à taux réduit, donc de 5,5 en France, alors qu'aujourd'hui nous sommes à la TVA à taux moyen de 10%, ce qui est injuste. Pour autant, la loi SRU en l'occurrence a prévu le droit à la mobilité pour tous. Donc le droit à la mobilité signifie que nos services de transport doivent être accessibles à tous. Et donc ce que nous défendons, c'est donc le principe d'une tarification solidaire. J'y reviendrai. Mais le principe de la tarification solidaire, ce n'est jamais que le principe
d'ailleurs marxiste, repris par Marx, parce qu'il est bien antérieur à Marx, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qui est un principe repris par le Conseil national de la résistance et qui fonde d'ailleurs la mise en œuvre de la sécurité sociale en France, où chacun contribue au regard de ses revenus selon ses moyens, alors que chacun utilise les services de santé selon ses besoins au regard de son exposition à la maladie ou autre. Et pour nous, ce que nous défendons, c'est donc les principes de tarification solidaire qui sont aujourd'hui mis en œuvre dans un nombre important de villes. Je vais revenir sur les statistiques, mais nous avons aujourd'hui 23 réseaux en France qui ont décidé ou mis en œuvre la gratuité totale, qui représente donc environ 10%, puisqu'on a 250 réseaux de transport public urbain, des réseaux, mais qui représentent moins de 2% de la population desservie. Alors que les réseaux qui mettent en place une tarification solidaire sont aujourd'hui une vingtaine également, mais représentent un pourcentage plus élevé de la population desservie dans la mesure où des grandes villes, comme Grenoble, Clermont-Ferrand et d'autres, développent ces principes de tarification solidaire. Alors nos autres arguments, très rapidement, c'est que, quoi qu'il en soit, ce qui n'est pas payé par le voyageur étant payé par le contribuable, aujourd'hui les contribuables, tant locaux qu'entreprises par le versement de transport, sont tout de même sous pression et ne souhaitent pas une progression de leurs impôts au bénéfice de la gratuité pour les voyageurs. La gratuité n'est pas favorable au développement de l'offre de transport. La gratuité singularise les transports par rapport aux autres services publics. Je ne vois pas de promoteur de la gratuité de l'eau, je ne vois pas de promoteur de la gratuité totale du ramassage des ordures ménagères, etc. Il y a mise en place de tarification solidaire dans certains territoires et nous y sommes très favorables. Pour autant, chacun consent que la gratuité de l'eau conduirait au gaspillage, un petit peu de la même manière d'ailleurs que la gratuité des transports. La gratuité n'est pas la meilleure forme d'équité sociale puisque, pour le coup, quels que soient ses revenus, chacun ne paie rien, ce qui pose question. Elle n'est pas favorable au développement durable, principe de gaspillage. Et enfin, pour nous, la gratuité altère la perception de la valeur du service. Selon la bonne vieille formule, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Merci pour cet exposé de vos arguments. Je propose de passer la parole à Monsieur Vergriete, qui, je pense, ne sera pas d'accord avec vous sur tous les points, et notamment pas sur ce dernier, parce que quand vous évoquez l'eau, les déchets et l'électricité, pour expliquer que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, vous en référez, par exemple, à l'éducation. Je vous laisse... Oui, je vais développer. D'abord, je vais revenir sur cette dernière phrase parce qu'elle est horrible, elle est terrible. On me l'a souvent opposée, évidemment, sur ce débat sur la gratuité. Vous vous rendez compte? On est en train de dire que ce qu'il n'y a pas de valeur marchande, définie par le marché, n'a pas de valeur humaine. Et que si vous réfléchissez dans votre vie, tout ce qui est le plus important pour vous est gratuit. La santé, l'amour, l'amitié, les parents, la famille, tout ce qui est aujourd'hui important dans votre existence est gratuit, c'est un bien gratuit. Le savoir, l'éducation, aujourd'hui c'est une revendication forte. Donc évidemment on ne peut pas renvoyer la valeur humaine à la valeur marchande et ça on l'a bien vu notamment dans l'expérience qu'on fait de gratuité. Pourquoi on a lancé la gratuité et quels sont les premiers résultats? Et je finirai par le financement. Et qu'est-ce que vous faites exactement pour l'instant? Oui, justement, je vais le développer. Ça a été un engagement pris en 2014 de développer un réseau de transport collectif plus fiable, plus efficace, d'injecter 60 millions d'euros de travaux en fait dans la ville pour développer complètement le réseau de transport collectif et en plus d'aller jusqu'à la gratuité. Premier élément, il était environnemental. Dunkerque, c'est une ville qui a été rasée pendant la guerre. Ceux qui ont vu le film de Christopher Nolan le savent. Aujourd'hui, la part du transport collectif était en diminution, malgré la tarification solidaire très incitative sur le Dunkerquois. On était descendu sous la barre des 5% de part modale du transport collectif. Il y avait une réaction nécessaire, d'autant plus que le vélo venait de passer sous la barre des 1%. Donc il fallait mettre le paquet sur le transport collectif, sur la dimension environnementale, pour remettre en fait le transport collectif dans la tête de tous les habitants. Ils avaient oublié qu'il y avait un bus à Dunkerque en fait, ils avaient oublié le transport collectif et il fallait le remettre dans les arbitrages et ça a eu un effet environnemental puisqu'on a eu, depuis qu'on a installé la gratuité le week-end en 2015, ça a été notre première étape, la gratuité totale ce sera l'an prochain, on a eu 30% d'augmentation de fréquentation le samedi, 80% le dimanche. Le deuxième élément, ça a été évoqué, il est social. Évidemment la question de l'accès, la mobilité de base, accessible pour tous, l'accès à tout, à l'emploi, aux services publics, même aux loisirs, est un élément central. Quand on
quand on évoque la question de la tarification solidaire, c'est insuffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des communes de l'agglomération qui ont un tiers de ménages non motorisés. J'ai des quartiers de Dunkerque où il y a 45% de ménages non motorisés. Cette question de la gratuité du transport collectif est essentielle. Je pourrais vous raconter de nombreuses anecdotes de la population qui m'a quasiment d'ailleurs remercié d'avoir pu développer un certain nombre de relations et de déplacements. On a augmenté la mobilité grâce à... et la mobilité notamment des plus défavorisés. Troisième élément, c'est évidemment la question économique. Quand une ville, en fait, souhaite rendre du pouvoir d'achat à une population, elle peut le faire en baissant l'impôt. C'est marrant parce que là, je n'entends pas un certain nombre de critiques dire « Ah, ben ça, on n'est pas d'accord, ça baisse les moyens humains ». On peut choisir de baisser l'impôt en rendant un service public gratuit. Je veux dire, c'est une façon aussi de rendre du pouvoir d'achat à la population. Nous, ça nous coûte 4,5 millions. Effectivement, la gratuité du transport collectif, j'y reviendrai après, 4,5 millions, on peut choisir de le rendre à la population sous forme de gratuité des transports. On ne favorise pas les plus riches, on favorise les familles. Dernier élément, le lien social. La gratuité des transports collectifs permet un net développement des liens familiaux et d'amitié, et ça, c'est indéniable. Je finis juste sur le financement. Pour Dunkerque, la billettique rapportait 4,5 millions sur un coût du transport collectif de 45 millions. C'est 10%. Donc quand on dit que l'usager doit payer, etc., en fait, l'usager à Dunkerque, il payait 10%. Le contribuable payait déjà 90%. Donc on est sur une logique de curseur. L'effet gratuité me coûte 4,5 millions. Et il existe, hein, psychologiquement, il y a un vrai effet psychologique de la gratuité. Il y a des effets, ça a été prouvé à Tallinn, c'est prouvé dans beaucoup de villes qui sont passées à la gratuité. Moi, ça me coûte 4,5 millions. Si je vais faire une petite pirouette, je dirais que dans la loi de finances qui est actuellement votée au Parlement, le projet de loi de finances vise à baisser les dotations de la communauté urbaine de Dunkerque de 8 millions. Et là, je dois baisser de 4,5 millions sur 4 ans, en fait. C'est un projet sur 4 ans. Et là, l'an prochain, je serai obligé, en 3 semaines, de faire des arbitrages pour 8 millions. Alors, je pense que l'obstacle pour les financements de la communauté urbaine, ce n'est pas la gratuité du transport collectif, c'est bien d'autres enjeux, et notamment dans les dotations d'État. L'un n'empêche pas forcément l'autre. Mais alors, qui paye, effectivement? Est-ce que ce sont les entreprises? Est-ce que les entreprises payent plus depuis la gratuité des transports? C'est des choix, vous savez, comme toute collectivité locale, on fait des arbitrages sur notre fonctionnement et des arbitrages sur l'investissement. Les arbitrages sur le fonctionnement, ça nous coûtait 4,5 millions. Il y a des dépenses, effectivement, qu'on n'a pas fait à la place. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il est assez parlant. Mon prédécesseur voulait faire une salle de sport de 10 000 places, appelée Arena à Dunkerque, qui aurait coûté 250 millions d'euros, et en réalité sous la forme d'un PPP, ce qui aurait représenté une dépense d'environ 7 millions d'euros par an à la communauté urbaine. On a annulé cette dépense, et on a choisi de faire le transport collectif gratuit, qui coûte 4,5 millions. C'est ça, un choix politique. Un choix politique, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on veut pour le destin d'une collectivité? On veut une aréna de 10 000 places ou on veut le transport public qui soit effectivement plus efficace et plus juste. Donc voilà, c'est un engagement municipal, c'est un choix politique. Et je pense que c'est important de rappeler que un politique qui fait des arbitrages sur son budget de fonctionnement et il y a des choix politiques derrière, des choix de société. Donc voilà, tout simplement, nous on a choisi le remboursement de ces 10% qui étaient payés par l'usager plutôt qu'effectivement faire un autre projet qui aurait pu venir à la place. Alors, Cécile Maisonneuve, peut-être récupérer le micro. Quelques mots sur la fabrique de la Cité. Et puis, puisque vous êtes plutôt opposé à cette gratuité de transport, est-ce que vous êtes convaincu par les arguments de M. Vergriete, par exemple? Bien, effectivement, moi je ne représente ni une ville, ni un secteur, ni des opérateurs. La Fabrique de la Cité, c'est un think tank qui travaille sur la prospective urbaine. Et si je m'exprime aujourd'hui, c'est aussi parce que nous avons lancé un projet d'études sur les mobilités périphériques. Ce qu'on est en train de regarder, c'est ce qui se passe quand on a des déplacements à faire entre 10 et 100 km. On est parti du principe qu'en dessous de 10 km, dans les zones très denses, on a pléthore d'offres de services, notamment transport en commun. Et au-dessus de 100 km, c'est vrai que c'est couvert également par tout le réseau qu'on connaît, qu'il soit autoroutier, aéroportuaire ou ferroviaire, évidemment. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a regardé ce sujet-là. Alors moi, mon propos, c'est pas tellement dire que je suis pour ou contre. On a regardé déjà l'historique, parce qu'en réalité, il y a un historique assez important de villes qui ont expérimenté la gratuité des transports. Ça part de la ville de Rome, et oui, en Italie, dans les années 70. Catastrophe totale. Quand ça a été annoncé, les utilisateurs étaient furieux. Les utilisateurs des transports en commun sur le thème, mais il y a quelque chose, qu'est-ce que vous nous préparez? Et en plus, le réseau de transport en commun n'était pas, on va dire, très très performant, donc ça a été un
vide total. Après, vous avez toute une vague de villes américaines, Denver, Colorado, Austin dans le Texas, qui ont expérimenté ça. Ce qu'on a observé à l'époque, il y a eu des études qui ont été faites ensuite par le Centre national américain d'études des transports, c'est que ça a produit un report modal, mais pas tout à fait celui qu'on voulait, parce que le report modal que ça a produit, c'était les piétons, les cyclistes vers le transport en commun. Donc clairement pas l'automobiliste. Là où ça a marché, et là c'est intéressant parce que je pense qu'il faut entrer dans ces distinctions-là, c'est sur les petites villes et moyennes qui avaient des problématiques très particulières. Les villes étudiantes, par exemple, les villes avec des forts pics touristiques, et puis globalement des villes où c'était agréable de prendre des transports en commun parce qu'on n'avait pas des forts effets de congestion, où tout le monde était serré comme des sardines. Pas aux heures de pointe. Donc. Voilà. Donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, il faut distinguer entre plusieurs publics et plusieurs objectifs. Il y a un objectif social très clairement, et je pense que là, il faut tous avoir en tête un chiffre, c'est que 54%, 54, donc 1 sur 2, une personne sur 2 parmi les populations les plus fragiles, on parle des foyers qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, ont renoncé à un emploi parce qu'ils ne pouvaient pas s'y rendre. Donc ces populations-là, il faut les amener vers la mobilité, j'allais dire la mobilité tout court, mais à l'évidence, la question de la gratuité du transport public fait partie de l'éventail de solutions. Donc là, c'est un objectif social très marqué, mais très important sur le lien entre mobilité physique, mobilité sociale, mobilité professionnelle. Il y a un deuxième objectif qui peut être l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Et là, moi, je trouve que ce qui est intéressant comme expérience, c'est une expérience de gratuité ciblée. C'est Singapour qui dit, voilà, c'est très désagréable de prendre le transport en commun, aussi performant soit-il, c'est le cas à Singapour, aux heures de pointe. Donc ceux qui se lèvent plus tôt, je vais leur donner un bonus, ça va être gratuit. Quand vous sortez des 16 plus grosses stations de Singapour avant 8h moins le quart du matin, c'est gratuit. C'est la tarification heure pleine, heure creuse finalement. Un petit peu, c'est de l'effacement. Vous voyez, vous qui travaillez sur les problématiques énergétiques, voilà, on efface. Et là, ils ont effacé 7% de voyageurs. Ben, ça compte, aux heures de pointe, ça compte. Donc ça, c'est assez performant. Il y a un troisième objectif, et là, je pense que c'est un peu le cas de Tallinn. C'est une ville qui dit, moi je veux augmenter mon attractivité, finalement j'offre un bouquet de services qui seront payés par l'impôt, ne vous occupez pas au jour le jour de voir comment ça va être payé, et parmi ce bouquet de services, eh ben, vous avez de la mobilité gratuite dans les transports en commun, et il y a d'autres services joints. Et puis dernier point, moi qui me semble important quand on parle de la grande métropole dense congestionnée, ici, c'est si je veux attaquer le report modal. Et c'est là que moi, je ne vois pas un exemple où ça marche de manière vraiment très convaincante parce qu'on n'agit pas sur le sujet. Et là, je m'appuie sur les travaux de Jean Goldefy. On n'agit pas sur le sujet qu'au-delà de baisser le coût d'usage du transport en commun, il faut augmenter et très nettement le coût d'usage de la voiture. Merci beaucoup Cécile. Monsieur Alaküla, effectivement, peut-être vous pourriez, Cécile y a fait allusion, nous rappeler quel était l'objectif premier de cette gratuité des transports à Tallinn, qui était un objectif en effet d'attractivité. Et par ailleurs, comment est-ce que vous financez la disparition des recettes des transports publics? Parce que finalement, c'est quand même lié à une configuration fiscale particulière qui n'est pas forcément reproductible dans toutes les villes du monde entier. No, for Tallinn, evidently, making city more attractive and bringing more taxpayers wasn't the objective itself. It was a mean for achieving. First of all, it was social priority was to socio-economic side of the project was the priority, the objective. Increase of number of taxpayers was a source of funding of it. So it was a tool, not the aim itself. But yes, providing free service for residents, it evidently brought significantly more residents to the taxpayers to the city that we had before. So during last 5 years, our number of official residents increased above 30,000 residents, which roughly covered voilà, twice. Ça compte à 2 fois plus que le coût de la gratuité. It was twice the cost of the free transport. The raise in tax income was twice the cost of public transport. City gained from increase of
inflow of taxpayers, twice as much from personal income tax, what was the cost of the direct loss of the ticket revenue. We lost 12 million per year, and we gained well above 20 million per year from increase of taxpayers, and this is permanent and increasing flow of tax money, which means we did not necessarily receive so much new residents, but people who actually lived and are living in Tallinn, they got a stimulus to register as a place of living. So actual residents transferred to the taxpayers, which is fair from perspective of city, of place of residency, of course. And of course, it is evidently loss of other municipalities, no doubt about it. It's competition always between the municipalities for taxpayers. Et d'ailleurs, il y a des municipalités voisines qui commencent à vouloir mettre en œuvre des systèmes similaires pour récupérer. Donc finalement, ça va devenir gratuit partout parce que les villes vont se bagarrer en fait pour récupérer des résidents. Alors, Monsieur Faucher, vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure, un des points pour lesquels vous êtes opposé à cette gratuité des transports, c'est pour le manque de moyens d'investissement que ça peut provoquer. Vous pensez que qui dit gratuité des transports dit pas suffisamment d'argent pour moderniser le réseau, pour l'améliorer. Oui, je crois que les exposés qui viennent d'être faits témoignent bien du fait que la décision de gratuité totale est une décision de nature politique qui s'inscrit dans une stratégie électorale et de développement éventuel d'une collectivité par rapport à une autre. Ce que nous observons, nous, c'est que quoi qu'il en soit, pour la France, les villes qui ont instauré la gratuité totale sont des villes qui, en premier lieu, bénéficient de ressources fiscales moyennes supérieures à celles des autres territoires et qui, de ce fait-là, ont une capacité éventuellement à déployer des ressources pour financer la gratuité, voire pour financer également le développement de leur réseau. Je vais y revenir. Mais ce sont toutes des villes qui, au départ, partent avec une situation dans laquelle la part modale du transport public est très inférieure à la moyenne des villes de leur taille et qui voient dans la gratuité un facteur d'attractivité pour leur réseau de transport parce qu'elles n'ont pas aussi bien réussi que d'autres villes de la même taille qui ont des parts modales beaucoup plus importantes sans avoir instauré la gratuité. Donc c'est quelque part le témoignage que, et les statistiques le montrent, parce que quoi qu'il en soit, le transport public est toujours moins cher que l'usage de la voiture particulière. Et nous l'avons vu dans la table ronde précédente, l'enjeu c'est bien la lutte contre l'autosolisme. Et certes, on peut lutter contre l'autosolisme en abaissant le coût du transport, mais quoi qu'il en soit, il est déjà moins cher. Et ce que revendiquent aujourd'hui les utilisateurs de transport, c'est qu'ils revendiquent des transports sûrs, par essence, parce que nous devons la sûreté et la sécurité aux voyageurs, mais ils revendiquent également fréquence et qualité de service. Et fréquence et qualité de service se traduisent par des besoins en véhicules, en personnel, dont il faut assurer le financement. Et pour preuve, les réseaux dans lesquels la fréquence d'usage est la plus importante et pour lesquels la part modale est la plus forte, je prends les exemples des villes comme Strasbourg et Lyon, sont des villes dans lesquelles non seulement elles n'ont pas instauré la gratuité, mais dans lesquelles l'évolution du prix des billets de transport est supérieure à l'inflation. Ce qui n'est pas le cas ailleurs en France. Donc on voit bien que l'argument prix et gratuité est un argument révélateur d'une politique qui n'avait pas fonctionné jusque-là et où, pour des raisons de stratégie politique, est mis en œuvre cet argument-là de façon à inverser la courbe. Mais ce n'est pas la courbe de la part modale qui va être inversée parce que, comme cela a été dit par Madame, la gratuité totale amène des usagers de la bicyclette et de la marche à pied à monter dans les bus, ce qui est quelque part contraire à un objectif de santé publique, et en aucun cas aux utilisateurs de voitures de renoncer à leur voiture. Et ce sont les statistiques que nous avons vues en France depuis plusieurs années. Nous continuerons à les suivre et nous ferons une nouvelle étude en 2018 avec la FNOT et avec le GART, le groupement des autorités responsables de transport et d'autres, pour vérifier tout cela. Mais très clairement,
le secteur des transports publics participe au développement durable. Et notre enjeu, c'est favoriser l'usage des transports publics et lutter contre l'autosolisme par un développement du service, de la qualité du service, de la fréquence, qui permettent, par la qualité du service, d'attirer de nouveaux usagers qui renoncent à la voiture particulière et pas la gratuité. Le secteur a trop besoin de ressources pour se priver de la part apportée par les voyageurs. Et c'est ce qui conduit, c'est pour cela que les voyageurs eux-mêmes ne sont pas favorables à la gratuité, parce qu'ils veulent un service de qualité qui leur soit garanti et qui soit renforcé. Merci. Est-ce que vous pouvez repasser le micro par ici? J'ai donné la parole à M. Vergriete. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous, alors, effectivement, la part modale était particulièrement faible pour le transport public, vous l'avez dit vous-même. En revanche, là, vous êtes quand même en train, justement, de rénover totalement votre service. Oui, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, on ne peut pas faire dire aux chiffres n'importe quoi. Il y a des études qui ont montré qu'à certains endroits, effectivement, la part modale, c'était surtout reporté sur la marche. Enfin, c'est la marche et les cyclistes qui étaient partis dans le bus. Il y a des exemples qui montrent, Tallinn en est un bon exemple, mais il y en a d'autres qui montrent qu'effectivement, ça aussi réduit la part modale de la voiture. Faut pas être caricatural. Moi, je reconnais qu'il y a aussi des piétons et des cyclistes qui montent dans le bus, mais il y a aussi des gens... Et d'ailleurs, j'ai l'exemple à Dunkerque. Je vais vous donner un exemple. Le samedi après-midi, par exemple, des cadres qui avaient complètement oublié ce que je disais tout à l'heure, qui avaient un bus à Dunkerque, avec l'effet gratuité, se sont souvenus qu'en fait, ils pouvaient faire un arbitrage. On est un individu de rationalité limitée sur le plan économique. Donc, pour faire un arbitrage, il faut qu'on ait conscience de cet arbitrage. Ils ont intégré qu'ils avaient la possibilité de faire un arbitrage entre le bus pour aller dans le centre-ville et la voiture. Et maintenant qu'il y a la gratuité, ce n'était pas un problème de prix, ce n'était pas un problème d'argent, ils pouvaient se le payer. C'est simplement le fait d'avoir à un moment donné la gratuité du transport collectif. C'est plus simple, on y repense. Évidemment, il y a de la communication autour, il y a un effet psychologique. La gratuité, ce n'est pas 10 centimes, c'est gratuit, c'est autre chose. C'est free en anglais, c'est libre. Et il y a un effet psychologique et ça a ramené évidemment des cadres qui ne pensaient qu'à la voiture dans le centre-ville le samedi. C'est indéniable et aujourd'hui on a des éléments qui le démontrent. Donc ça c'est un élément absolument essentiel. Après sur les choix qui sont opérés par un certain nombre de collectivités, moi je rejoins ce qui a été dit. Évidemment ça dépend des situations locales, il ne s'agit pas de généraliser. Nous effectivement on était avec un contribuable à 90%. Alors c'est bien de dire à un moment donné, l'usager doit payer, mais à Dunkerque, il payait 10%, et en plus, les 10% qu'il payait, c'était la tarification solidaire. On était déjà en fait dans un système de quasi-gratuité totale. C'est-à-dire que les 10% et le curseur qui est là, aujourd'hui, représentent quelque chose de marginal, et aller chercher l'effet de la gratuité dans des agglomérations que je qualifie de moyennes, comme l'agglomération dunkerquoise, qui effectivement n'ont pas réussi à développer fortement la part modale du transport collectif, pas simplement pour des échecs de politique publique, même si je le partage en partie, aussi pour des questions de morphologie urbaine. Je l'ai dit tout à l'heure, la ville a été dessinée pour la voiture, elle continue à l'être. Un bouchon à Dunkerque, c'est 15 secondes. Donc à un moment donné, effectivement, pour plein de raisons historiques, on peut aussi avoir envie, à un moment clé de l'histoire, de favoriser les transports collectifs et d'aller chercher aussi cet effet-là, en plus de la qualité. Dernier élément, il ne faut jamais opposer qualité et gratuité. Je le sens toujours ça. Nous, on fait justement un projet où on améliore la qualité, où on va améliorer le transport en commun en site propre, où on va améliorer, on est même en train de penser un système de réenchanter le bus. C'est-à-dire on va essayer d'offrir une expérience de vie à partir du 1er septembre 2018 où les gens qui monteront dans le bus vivront quelque chose d'un peu différent. Donc on est en train de réfléchir également à ça. La qualité ne doit pas s'opposer à la gratuité, c'est un élément complémentaire qui vient renforcer un dispositif, notamment en matière de communication, de diffusion et paradoxalement plus souvent auprès des cadres que des catégories populaires. Cécile, vous voulez réagir par rapport à ces arguments? Oui, je vous ai vu réagir tout à l'heure sur le fait que oui. Le coût des transports en commun était forcément inférieur à celui de la voiture. Oui, il faut regarder les coûts absolus, mais il faut regarder aussi les dynamiques, les coûts relatifs. Et ça va peut-être paraître surprenant, mais le coût d'usage de la voiture baisse. C'est pas du tout ce qui correspond. Sans compter que les gens n'en ont aucune conscience. Donc Voilà, on n'en a pas conscience. Et c'est pas du tout non plus ce qui correspond au discours global sur nous sommes dans la société de transition vers la décarbonation, la société de la Grd Paris, et nous allons devoir payer davantage, ce qui produit beaucoup de ce que les économistes appellent les externalités négatives. La réalité, c'est que le coût d'usage de la voiture baisse. Et pourquoi est-ce que ça baisse? C'est parce qu'il y a énormément d'argent qui sont investis dans des innovations.
avec les voitures hybrides rechargeables, le coût d'usage de la voiture va encore baisser. Et il y a des moments où ça risque de flirter avec le coût d'usage des transports en commun. Donc on a un énorme problème à régler. Et pourquoi, et moi ce qui me fait peur dans cette, même si on a bien vu au cours de cette table ronde que ce ne sera pas le cas, mais dans ces questions de gratuité, c'est que si vous regardez l'économie des transports en commun d'un côté, l'économie du véhicule individuel de l'autre, c'est pas tout à fait la même catégorie. Dans un cas, vous avez de nombreux acteurs qui investissent. Il y a les assureurs qui investissent, bien sûr, les constructeurs automobiles, les opérateurs et constructeurs d'infra. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans un cas. On investit beaucoup dans l'hypercentre où il y a plein de start-up, où ça foisonne d'innovation. Mais où sont les innovations? Où sont les start-up dans les zones peu denses où on est condamné à la voiture ou le transport en commun? Je ne le vois pas. Et où, pour l'instant, on ne voit pas les business models. Donc là, on a un énorme risque de paupérisation de l'économie des transports en commun. Et je pense qu'il faut en être conscient, encore une fois, dans la perspective qui est la nôtre, à tous, je crois, de celle de l'accord de Paris. Donc moi, c'est ce point d'attention que je souhaiterais mettre en avant, parce que moi, tout ce qu'on a regardé en exemple de start-up qui travaillent sur les transports en commun, pour l'instant, c'est surtout des échecs. Alors, bien sûr, il faut beaucoup d'échecs pour aboutir à la réussite, mais j'allais dire, l'équilibre pour l'instant des efforts et de l'innovation n'est pas au rendez-vous. Merci Cécile. Je crois qu'on va peut-être essayer de garder un petit temps pour des questions, s'il y a des questions dans la salle. Si, pas de questions. Pas de questions. Alors moi j'en ai une dernière. Monsieur Vergriete, j'aurais voulu que vous nous expliquiez sur quoi vous travaillez. Alors je ne sais pas si on peut qualifier ça de tarification solidaire, mais enfin vous avez votre projet de ville freemium, si oui. Je me souviens bien. Oui, on réfléchit en fait à la révolution du modèle de financement des services urbains. Tout à l'heure, il a été évoqué, on ne réfléchit pas sur l'eau. Si, à Dunkerque, on réfléchit aussi sur l'eau. L'idée avec la tarification solidaire, mais qui ne nous va pas. C'est-à-dire, je vais expliquer. En fait, on réfléchit à un système où les éléments de base du bien commun seraient gratuits et où les éléments complémentaires, c'est le premium, seraient payants. Sur l'eau, vos premiers litres d'eau sont gratuits, vous remplissez votre piscine, vous payez. Sur la mobilité, vous prenez le transport collectif, c'est gratuit, vous rentrez dans des systèmes d'autopartage, vous rentrez dans l'individualisation, etc. Là, vous payez. On est en train de réfléchir à ça. Sur la mobilité, on y arrive assez facilement. C'est pour ça qu'on parle de gratuité du transport collectif qui constitue en fait la brique de base de la mobilité. Sur l'eau, pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui? Pour une raison, c'est qu'on n'arrive pas à mesurer le nombre de personnes par foyer. Et tant que vous ne savez pas mesurer le nombre, avec les familles recomposées, aujourd'hui on ne sait pas mesurer le nombre de personnes par foyer. Pardon. Tant que vous ne savez pas mesurer le nombre de personnes par foyer, vous n'arrivez pas à franchir le modèle. Le jour où on arrive à faire ça, on mettra en place le système qu'on met en place sur les transports collectifs sur l'eau. C'est-à-dire le premier litre d'eau gratuit, et ensuite celui qui remplit sa piscine paiera pour celui qui se lave ou qui boit. C'est, quand vous parliez de structuration de services offerts à une population, c'est un nouveau modèle de financement, c'est Spotify, c'est Deezer, vous avez tous Deezer sur vos smartphones, vous avez avec la pub, vous l'avez gratos, et derrière vous payez pour un service premium. C'est sur ce modèle-là qu'on est en train de développer le financement des services urbains à Dunkerque, et on a commencé par la mobilité, et on continue à réfléchir aux autres services. L'énergie, c'est pareil, on est en train d'y réfléchir. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de conclure chacun par un mot sur ce qui vient d'être dit autour de la table. Je crois qu'il va falloir que nous cessions bientôt pour une courte pause après la dernière session de ce colloque. Cécile, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet de ville freemium? Je trouve qu'il est intéressant. Il fait écho d'ailleurs à ce qui se pratique. Moi, ça me fait immédiatement penser à ce que fait la Suède en matière de santé. Jusqu'à 100 € vous payez parce qu'on estime que voilà. Et puis au-dessus de 100 €, c'est que vous avez vraiment besoin de la solidarité et donc le système paye. C'est presque l'inverse là du coup. C'est l'inverse. Mais voilà. Bon, le principe est le même. Mais voilà, ça correspond à des modèles qui sont testés ailleurs. Moi, ce que j'ai envie de dire pour revenir sur notre débat, à travers la question, finalement, c'est une question sur paiement par l'usager ou paiement par le contribuable, les entreprises. La question qui est posée aussi, c'est une question de solidarité. Et à cet égard, pour revenir, vous m'excuserez d'avoir ce biais, mais sur l'écart entre la ville-centre et la zone périphérique, je pense qu'une tarification dynamique, et là,
je vais peut-être pas me faire que des amis dans la salle, doit vraiment être étudié. Moi, je vais juste prendre un exemple. Quand on vit au cœur de Paris, c'est un peu comme si on paye le même prix que, par exemple, quelqu'un qui vit à Chelles, alors que moi, j'ai entrée, plat, dessert. C'est-à-dire que j'ai une offre de mobilité absolument fantastique. Quand je vis à Chelles, j'ai une ligne de RER qui est bondée le matin et c'est ma seule offre. Il y a quand même un problème sur le fait que moi, je paye exactement le même prix que la personne qui vit à Chelles. Donc, je pense que celui qui a une offre plus dense devrait payer beaucoup plus cher. Voilà. Là, il va peut-être y avoir des questions dans la salle, mais c'est trop tard. Monsieur Faucher. Oui, enfin, il a été indiqué lors de la table ronde précédente que la dernière révolution de la mobilité était le smartphone. Il est évident aujourd'hui qu'à travers la digitalisation que connaît notre secteur et dans la perspective du véhicule autonome qui arrive, nous sommes dans un secteur qui se transforme et vers lequel, au niveau de la tarification comme vers d'autres niveaux, on va de plus en plus aller vers une individualisation des réponses à apporter à l'usager, y compris en matière de tarification. Sachant que dans un certain nombre de territoires, on réfléchit au compostage à l'entrée et à la sortie pour, là encore, mettre en place une tarification en fonction de la distance, en fonction de l'usage, pour aller aussi vers des modèles de type freemium que vous évoquez, avec une brique d'usage peu chère et ensuite, je dirais, un accroissement du coût en fonction de l'intensité de l'usage. Donc cette transformation est en cours. Et cette transformation a un coût extrêmement important. Et comme cela a été dit, malheureusement, hein, je pense pouvoir affirmer que la mise en œuvre de la gratuité totale, et ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de Tallinn, puisque c'est réservé à aux seules personnes domiciliées dans la ville, comme l'accès au musée de la ville de Paris, je crois pour les habitants de la commune de Paris, eh bien, malheureusement, en France, il n'est pas imaginable aujourd'hui que la gratuité totale des transports publics puisse se faire sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Et elle se fait dans certains territoires parce que les élus en décident ainsi au regard de leurs ressources et des arbitrages qui sont rendus. Et nous sommes très heureux que certains veuillent en plus réenchanter le bus, parce que pour le coup, nous travaillons aussi dans cet objectif-là. Mais pour autant, cette solution-là n'est pas une solution généralisable aujourd'hui dans le contexte français, au niveau de l'ensemble des autorités organisatrices de mobilité. Alors, au niveau du contexte français, peut-être pas. En revanche, au niveau du contexte estonien, ça risquerait de devenir élargi à l'échelle nationale, non? Ça fait partie des projets. I agree. The objectives and the sequence of objectives are completely different by country and by the region often. So, but what is universal, and what I want to argue at the end of our debate, it's universal. People like free public transport. If you claim twice by your surveys in France or in Paris region, whatever, people are against it. There are different surveys, and let's say it's universal. If people are asked, they are in favor of free public transport, as in favor of many services. You in this hall have used free Wi-Fi, free information. It's a feature of a smart city, universally accepted and recognized. Why we do accept publicly paid Wi-Fi and try to reject the free public transport, free mobility? It's of course it's political choice, nothing else but political choice. But yes, in the success of Tallinn, the success of implementation of free public transport for Tallinn residents really inspired national government of Estonia to enlarge the project to all county buses, which is rural regional buses. And from the mid of next year, all over Estonia, the regional buses will be free to everybody. And as a result of it, when the county around Tallinn will be free to everybody, then Tallinn is evidently will have to reconsider its limitation to residents only, and it's most likely Tallinn will be free for all public transport in the later next year. So it's in dynamical and it's in progress. Yeah.
Merci beaucoup à tous les quatre. Je crois qu'on n'a pas conclu définitivement le débat. Hein, la question, il reste encore beaucoup à dire. On a quand même passé en revue pas mal des arguments pour et contre. Je crois qu'on peut dire en conclusion que ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend du choix politique, ça dépend où, ça dépend de beaucoup de choses. Et on va encore voir certainement beaucoup d'innovations en la matière.